Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet complexe et qui résonne beaucoup avec l'actualité. Le fascisme. On voit bien une certaine montée, disons, des courants réactionnaires, des parallèles parfois un peu troublants avec le passé, et les sources qu'on a examinées, notamment une analyse vidéo assez poussée, nous invitent à regarder de plus près les origines, l'histoire, et puis les formes actuelles que ça peut prendre, pour essayer d'y voir plus clair, au-delà des usages un peu galvaudés du terme parfois. Oui, tout à fait. C'est vraiment crucial de bien poser les choses, de définir de quoi on parle, parce que le fascisme, ce n'est pas juste une vieille photo jaunie, hein. Les documents qu'on a consultés le présentent comme une idéologie, bien sûr, un régime politique aussi, mais peut-être même comme un processus, une dynamique qui peut continuer et se transformer. Alors pour commencer, on pourrait peut-être essayer de cerner les caractéristiques clés selon les historiens cités. Justement, oui, comment ces sources le définissent, ce fascisme? Et quels seraient les points communs essentiels? Alors, les historiens comme Marianne Matar-Bulucci ou Enzo Traverso, qui sont mentionnés, le décrivent d'abord comme une idéologie hyper nationaliste, et qui est en opposition frontale avec, disons, les idéaux des Lumières, la raison, les droits individuels, la démocratie, mais aussi contre le libéralisme politique et contre le communisme. Le but, c'est vraiment une refonte totale de la société et de l'individu même. Une refonte totale. Oui, autour de valeurs réactionnaires, d'un parti unique et d'une idée de régénération nationale. Et cette régénération, elle se base souvent sur des critères ethniques, voire ethno-raciaux. C'est aussi, bien sûr, un régime politique qui démantèle activement la démocratie et l'état de droit. D'accord. Et il y a un point qui revient souvent, c'est la question de la violence et du mouvement ouvrier. Ah oui, c'est central. Un élément clé, c'est la destruction systématique du mouvement ouvrier organisé. Et une culture, une véritable exaltation de la violence. Une violence qui d'ailleurs a besoin d'ennemis désignés, intérieurs ou extérieurs, pour exister, pour se justifier. Les sources insistent pas mal sur le contexte de l'entre-deux-guerres. Une réaction à la menace communiste, ou perçue comme telle, mais elles parlent aussi d'un lien assez complexe avec les élites économiques, avec le capitalisme. Ça peut paraître un peu paradoxal, non? Oui, c'est un point très intéressant des analyses, effectivement, même s'il se présente comme révolutionnaire. Parfois, il parle de troisième voie, comme le corporatisme, cette idée de dépasser la lutte des classes en intégrant tout le monde sous l'égide de l'État. Oui. En réalité, le fascisme historique est né comme une force contre-révolutionnaire, clairement. Il a été soutenu par une partie non négligeable de la bourgeoisie, des milieux d'affaires, ceux qui étaient effrayés par la montée du mouvement ouvrier, en fait. Ils y voyaient un rempart, en quelque sorte. Exactement, un outil pour préserver l'ordre capitaliste, même si c'était sous une forme nouvelle, autoritaire. Donc politiquement, c'était antilibéral, les droits de l'individu, bon, ça passe après la nation, mais économiquement, Ça s'arrangeait. ça s'arrangeait très bien avec le libéralisme économique, oui. Il y a eu une forme d'accommodation. Et au-delà de ces liens économiques, les sources évoquent une racine historique encore plus ancienne, plus profonde, qui serait liée au colonialisme. Ça, c'est assez frappant comme idée. Tout à fait, c'est une thèse forte qui ressort. L'idée, c'est un peu celle d'un retour de boomerang. Les méthodes employées dans les colonies, on parle de hiérarchie raciale, de déshumanisation de l'autre, de violence extrême, d'exploitation économique brutale. Oui. Eh bien, ces méthodes auraient été en quelque sorte rapatriées, réadaptées et utilisées en Europe même. Les sources citent explicitement l'histoire américaine, le traitement des Amérindiens, l'esclavage, la ségrégation comme une source d'inspiration pour les nazis. Ah oui, quand même. Oui, et de la même manière, certaines pratiques coloniales françaises, notamment en Algérie, sont présentées comme ayant influencé durablement l'extrême droite. Voire même, selon ces analyses, certains aspects de l'appareil d'État français, par exemple à travers les doctrines de contre-insurrection développées pendant les guerres coloniales. D'accord. Mais alors, si on revient à aujourd'hui, les analyses ne s'arrêtent pas à l'histoire. Elles utilisent des termes comme fascisme tardif ou fascisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste dire que l'histoire se répète. Non, c'est plus subtil que ça. Ces termes, fascisation surtout, décrivent un processus où des idées, des méthodes, des rhétoriques propres à l'extrême droite se diffusent dans la société, dans le débat public, et sont parfois adoptées, intégrées, même par des gouvernements qui ne se revendiquent absolument pas fascistes. Donc,
pas forcément un retour des chemises brunes et des défilés militaires. Pas nécessairement, non. L'idée, c'est plutôt l'utilisation d'outils qui existent déjà dans un État démocratique moderne. On pense à la surveillance de masse, aux lois d'exception qui deviennent la norme, à une police de plus en plus militarisée, à la rhétorique de crise permanente autour de l'immigration. Tous ces outils peuvent être détournés, utilisés à des fins autoritaires, discriminatoires, racistes. Ce que soulignent les sources, c'est que l'arsenal répressif d'un État moderne, même démocratique en apparence, peut finalement être assez facilement mis au service d'un projet fascisant sans tout bouleverser de manière visible au début. Et qu'est-ce qui alimenterait ce processus aujourd'hui selon les documents qu'on a regardés? Alors, plusieurs dynamiques sont pointées du doigt. Il y a par exemple le rôle de certaines figures du monde de la tech, des milliardaires comme Peter Thiel ou Elon Musk. Ils sont présentés dans ces analyses comme promouvant une vision du capitalisme plus autoritaire, plus verticale et assez critique vis-à-vis de la démocratie libérale. D'accord. Et il y a aussi, bien sûr, le changement des figures de l'ennemi. Le vieux mythe du judéo-bolchevisme semble remplacé par des nouvelles constructions comme l'islamo-gauchisme. Et les sources notent aussi une instrumentalisation parfois cynique de la lutte pourtant nécessaire contre l'antisémitisme, mais à des fins islamophobes. Hmm. Et puis, un dernier point très présent, une crispation très forte, une obsession réactionnaire autour des questions de genre, de masculinité, avec des attaques particulièrement virulentes contre les personnes transgenres. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qui ressort de cette exploration, c'est la complexité du phénomène fasciste. Ce n'est pas un bloc monolithique. C'est une idéologie qui peut s'adapter, qui a des racines profondes dans l'histoire coloniale, dans les crises du capitalisme aussi. Et ces manifestations actuelles, cette fascisation, seraient peut-être plus insidieuses, moins évidentes que les formes historiques qu'on connaît. C'est exactement ça. C'est une idéologie plastique, en quelque sorte. Et la réflexion finale que nous laissent un peu ces sources, c'est une forme de mise en garde, un appel à la lucidité. S'attendre à un retour à l'identique du fascisme des années 30 avec les mêmes uniformes, les mêmes slogans, ce serait peut-être passer à côté de l'essentiel aujourd'hui. Ça nous aveuglerait sur les formes actuelles du danger. Voilà. La vigilance passerait plutôt par notre capacité à identifier, à critiquer les outils, les tendances, les logiques potentiellement fascisantes au sein même de nos systèmes actuels, dans nos États, dans nos économies, dans nos discours publics. Et ça rejoint un peu ce que disaient déjà des penseurs critiques comme Horkheimer ou plus tard George Jackson. On ne peut pas vraiment séparer la critique du fascisme de la critique plus large du capitalisme et de l'appareil répressif de l'État. C'est une invitation en fait à une vigilance constante sur ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui.